La médicalisation de l'avortement, si on en parle beaucoup, c'est d'abord parce que la médicalisation a été un gain pour les femmes, mais surtout ça a été le pivot de la loi et c'est ce qui a permis justement de faire cette loi. C'est-à-dire au départ, après je refais un petit brin d'histoire justement, après les grands mouvements de femmes, les 343 salopes et le procès de Bobigny, le gouvernement était obligé d'agir. Il fallait agir, la loi n'était pas respectée. Un certain nombre d'avortements se faisaient et commençaient à être connus. La loi était bafouée. Donc on avait demandé au ministre de la Justice de faire une loi. Et puis, cette loi n'était pas du tout satisfaisante. Donc une commission parlementaire s'est organisée pour étudier quelle loi on pourrait faire. À ce moment-là, Pompidou est mort, Giscard a été élu, et on a fait passer la question de l'avortement de la justice à la santé. Et c'est ça l'argument qui a été mis en avant, c'est l'argument sanitaire. Il faut sauver la vie des femmes et le ventre des femmes pour les enfants à venir, en quelque sorte. C'était ça l'argument. Mais cette loi a été votée, on l'a dit, pour 5 ans seulement, et elle a été réexaminée 5 ans après, avec toute une procédure extrêmement lourde, et dans laquelle, justement, la place des médecins et de la médicalisation a été longuement étudiée. Et c'est donc ces médecins de la deuxième loi, je pourrais dire, qui ont créé une structure comme l'ANSI, qui était une structure de soutien entre les médecins, je me trompe peut-être, mais qui, en tous les cas, analysait justement toutes les pratiques sur l'avortement et la contraception. Donc je vais passer, c'est pour ça que l'itinéraire de Michel nous paraissait intéressant, et il va lui-même vous en parler. Bonjour. Donc effectivement, je suis là au nom de l'ANSIC, donc qui est une des seules associations réunissant les professionnels de l'IVG, et notamment beaucoup de médecins. Alors, donc en ce jour particulier, anniversaire, oui, on m'a demandé de partager avec vous mon parcours parce que je suis un des rares gynécologues accoucheurs qui maintenant consacre 100% de son activité à l'IVG, au centre d'IVG de Cochin-Port-Royal, qui est un très gros centre. Bon. Alors, merci. Certes, dans le duo intergénérationnel, je suis le vieux, mais je n'ai pas connu l'avant 75 et le MLAC. J'étais étudiant en médecine. Effectivement, je participais aux activités du GIS, du groupement, mais plutôt pas forcément dans le domaine de la gynéco et de l'IVG. À l'époque, je ne pensais pas du tout que je ferais ce boulot-là. Je trouvais le pouvoir médical étouffant, mais en cardiologie, en orthopédie, enfin, etc. Donc j'ai participé au GIS, et ma seule participation en 75, ça a été un tag sur le mur de la fac de médecine de Cochin en faveur de la loi qui était en discussion. Mais c'est tout. J'ai mis les pieds pour la première fois dans un service de gynécologie obstétrique en tant qu'externe, donc très jeune, en 78, donc après la loi. Et là, ça a été mon premier contact avec les femmes en demande d'IVG, avec un geste, je ne pratiquais pas l'IVG, les externes c'était hors de question, mais je faisais un geste dont les anciens vont se souvenir, qui était de mettre ce qu'on appelait des laminaires dans le col de la dame pour préparer l'IVG du lendemain. C'était un geste désagréable et même souvent douloureux, vraiment. Et en fait, peu à peu, il m'est arrivé régulièrement de revenir de chez moi, bon, je ne cache pas que j'habitais pas loin, mais bon, de revenir de chez moi en tant que jeune externe faire ce geste parce que les infirmières trouvaient que j'arrivais à faire un petit peu moins mal aux dames que la plupart de mes collègues. Donc c'est sûrement là le début d'une vocation. Puis je suis entré en 80 à la maternité des Lilas, et donc qui est un lieu quand même militant, bien sûr, et j'y ai pratiqué aussi bien des accouchements et des césariennes que des IVG. Et pour moi, vraiment, les actes étaient aussi importants les uns que les autres. Et puis, en 2004,
le centre d'IVG de Broussais, qui était donc le plus gros de l'assistance publique, menaçait de fermer parce que sa médecin responsable s'en allait et qu'on ne trouvait personne pour la remplacer. Donc, à près de 50 ans, j'ai passé le concours d'entrée à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et je l'ai réussi. Et j'ai travaillé pendant quelques années, donc à mi-temps dans ce centre d'IVG et encore à mi-temps à la maternité des Lilas. Et puis on a fusionné, parce que vous savez qu'à la science publique, on fusionne beaucoup les hôpitaux, on a fusionné avec le centre d'IVG de Saint-Vincent-de-Paul, et quand sa responsable qui est dans la salle, Sophie, a décidé de partir ailleurs, le chef de service m'a demandé si je pouvais passer à temps plein. Donc oui, j'ai réfléchi, et puis j'ai accepté. Et donc, j'ai abandonné complètement l'obstétrique pour ne plus faire que de l'IVG et je ne regrette pas du tout mon choix. Comme il est plus difficile de trouver des médecins qui pratiquent l'IVG que des médecins qui vont faire de l'obstétrique, je me sens plus utile auprès des femmes à ce moment-là de leur vie. Et attention, je dis bien ça, hein, pas auprès de ces femmes-là. C'est les mêmes femmes à un moment différent de leur vie. Et en plus, quand même, si je suis entré au Lilas en 1980, c'était bien parce que l'accompagnement des femmes et des couples m'intéressait plus que la pure technique médicale, sinon je serais allé ailleurs sûrement. Or, l'obstétrique, comme tout le reste de la médecine, devient aujourd'hui de plus en plus technique et la femme qu'on a en face de nous, la plupart du temps, dans beaucoup d'endroits maintenant, c'est plus un dossier ou un cas qu'un être humain, même si au Lilas, moins que dans pas mal d'endroits. Or, justement, dans la spécialité de l'IVG, qu'on appelle techniquement l'orthogénie, la technique elle-même est très simple, le geste est très facile à apprendre, on le voit bien avec les jeunes à qui on passe la main. Et donc, la place pour l'accompagnement, la relation humaine, là oui, ça peut prendre toute sa place. Donc, je suis un avorteur heureux. Et dans mes nombreuses heures d'enseignement, ce que j'essaie de transmettre aux jeunes, futurs médecins, futures sages-femmes, c'est plutôt une certaine manière de s'occuper des femmes que le geste technique. Et aussi, j'essaie de leur transmettre, comme on l'a déjà dit ce matin, qu'il faut continuer à se battre pour que ce droit à l'IVG perdure et s'améliore. Et notamment, on pourra le dire à Madame la ministre quand elle sera là, par exemple en permettant au centre d'IVG de la maternité des Lilas de continuer à fonctionner. Bon, voilà. Merci. Et donc, heureusement, on arrive quand même à trouver des jeunes qui pratiquent. Donc bonjour, donc moi je me présente, Charlotte Bezassier. Donc je suis ici la jeune médecin en tout cas. Donc je suis médecin généraliste de formation et de cœur aussi. Donc moi dans mon cursus médical, très vite je me suis intéressée à la santé de la femme et lors d'un premier stage dans mes études. Dans mes jeunes études, il y a plusieurs années sur Marseille, très vite, j'ai rencontré une équipe d'un centre d'IVG. Et c'est là où j'ai trouvé, où je me suis dit que ma place serait aux côtés des femmes, plus que dans un centre, du côté obstétrical. Et donc j'ai choisi la médecine générale pour être aux côtés des femmes et travailler dans les centres d'IVG. Donc j'ai effectué le seconde partie de mon cursus médical sur Paris j'ai pu rencontrer donc à la fin de ce cursus de mon internat l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul et le docteur Teboul, donc Michel Teboul ici présent. Et j'ai pu donc pratiquer à partir de 2011 donc des IVG d'abord à Saint-Vincent-de-Paul, puis toujours maintenant dans l'équipe de Port-Royal. J'ai un petit peu complété et étoffé mon cursus en faisant un diplôme universitaire sur la régulation des naissances, en partenariat aussi avec le réseau Révo entre la ville et l'hôpital
pour l'IVG médicamenteuse, et donc je suis toujours donc engagée au centre d'IVG de Port-Royal, mais aussi dans des centres de santé dans la région parisienne, en assurant des consultations de médecine générale et des consultations de gynécologie. Donc c'est un jeune parcours qui débute, mais qui est très intéressé sur la promotion de la santé de la femme. Voilà. Alors, j'ai une petite question à vous poser, à l'ancien. C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que les femmes vivent leur avortement de la même façon aujourd'hui ou quand vous avez commencé? Qu'est-ce que vous voyez comme modification? Alors, l'IVG, malheureusement, les femmes intègrent beaucoup, pour la plupart, pas toutes, le regard de la société qui est très négatif. Un bon exemple, c'est que presque toujours, un peu moins là, dans des émissions télévisées, dès qu'on interviewe une dame qui va parler de son IVG, elle est floutée, etc. Mais j'ai l'impression que, justement, et ça a été un petit peu dit ce matin quand même, la stigmatisation de l'IVG s'est un peu déplacée du côté religieux, disons, catholique intégriste, vous supprimez une vie, etc., vers le côté, mais avec tout ce qui existe comme contraception, comment j'ai été, parce que malheureusement les femmes l'intègrent, comment j'ai été assez bête pour me retrouver dans cette situation, et que justement les travaux qui ont été cités, je crois ce matin, de Nathalie Bajos et Caroline Moreau ont bien montré combien c'est faux, combien c'est pas vrai que rien ne bouge, que simplement si le nombre d'IVG est stable, c'est que le taux de grossesse non désirée diminue, et notre seul boulot c'est ça, bien sûr, d'aider les femmes et les couples à ce que les grossesses soient le plus désirées possible, et que quand elle est non désirée, qu'elle n'existe pas. Mais que face à une grossesse non désirée, la proportion d'IVG augmente, et c'est pas du tout pareil quand on a ces courbes sous les yeux. Alors, s'il y en a qui me connaissent, ils savent combien je suis maniaque de ces courbes-là. Il n'y a pas un journaliste, pas une étudiante qui passe dans mon unité sans repartir avec ces courbes. C'est pas du tout pareil de voir ça que de dire rien ne bouge, quoi. Mais la stigmatisation s'est déplacée, mais malheureusement, elle est encore très forte. Les femmes n'osent pas le dire. Vous ressentez aussi cette stigmatisation sur le poids d'une norme contraceptive assez forte, malgré les chiffres qui sont que 2 femmes sur 3 qui sont en demande d'IVG avaient une contraception au moment de leur grossesse, du début de leur grossesse, donc oui. Et je voudrais aussi que vous disiez un mot sur toute la dramaturgie qu'on fait sur les mineurs et ce que vous en pensez. Donc en ce moment, et notamment, y compris certains professeurs de gynécologie obstétrique, présentent l'IVG comme forcément un drame, et surtout chez la mineure. Alors, c'est pas un drame, et heureusement, dans l'énorme majorité des cas, bien sûr, il y a des femmes pour qui c'est un drame, mais c'est quand même l'exception, surtout si elles sont entendues, si on les aide à positiver tout ça avec des mots simples, quoi. Et en plus, chez les mineurs. Or, mon expérience, là, j'ai pas d'études qui le prouvent, c'est mon vécu, c'est que assez souvent, la jeune femme de 17 ans qui se retrouve enceinte par accident et qui vient faire l'IVG, finalement, elle le vit encore plus simplement que la dame qui a 2 enfants, qui revoit un peu ses maternités précédentes et tout. Donc on arrête, de faire un drame avec l'IVG en général, et 2, d'insister encore plus quand c'est les mineurs. Oui, tout à fait. C'est pas un moment pour une mineure ne se projette pas en tant que mère, et il y a une certaine évidence dans son désir d'interrompre cette grossesse à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là. En revanche, tout à l'heure, Charlotte a parlé de la norme contraceptive. De temps en temps, il y a des mineurs que tout le monde pousse à avorter alors qu'elle se verrait bien mère, sauf qu'elle a 17 ans, c'est une folie et tout. Ça aussi, il faut le respecter. Le droit, c'est le droit dans les 2 sens, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup, et on a besoin de vous. Oui, mais voilà. Et il faut qu'on construise une relève.